Bon, moi je veux dire mon point de vue sur cette histoire du foulard. Ça a pris une place dans le débat public qui dépasse littéralement l'entendement, et il faut quand même, je ne parle pas que de Babylou, je parle du débat public en général, et il faut se rendre compte de ce que signifie cette place du foulard dans le débat public aujourd'hui. Et je crois que là on touche à des questions quand même très fondamentales où il ne faut pas se tromper de sujet. C'est qu'il y a sans doute eu un phénomène, je donne mon point de vue, mais qui a crispé et qui en fait nourrit le repli identitaire et le fameux... à bout d'un moment, quand vous vous sentez exclu, rejeté, stigmatisé, alors il peut y avoir une volonté de réinvestir ce stigmate en disant puisque vous me renvoyez à ça, alors je vais investir ce stigmate et au contraire mettre encore plus de foulard, encore plus correspondre à ce renvoi identitaire qu'on m'inflige. Et je crois qu'on est dans cette tension très difficile et qui pose une question stratégique. Si nous estimons que le voile est que le foulard, le voile est un signe de l'oppression des femmes, de la domination masculine, alors nous devons chercher la stratégie qui permet progressivement à ces femmes d'avoir envie de l'enlever. Et la question du désir de ces femmes d'enlever le foulard doit participer de notre réflexion première. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que souvent on ne mélange pas, plutôt on met deux cases entre le social et le sociétal. Donc la laïcité, les enjeux identitaires, eux, seraient du côté du sociétal, et de l'autre côté, il y aurait la question sociale. Et je pense que nous avons intérêt, d'une part, à comprendre que ce délire identitaire et cette stigmatisation massive à l'encontre des musulmans vise à cacher, à masquer la question sociale, et en particulier dans les banlieues populaires. Tant qu'on vous parle de ça, on ne vous parle pas des inégalités territoriales. Et je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur les travaux de Christophe Guilly, parce que là on est dans notre sujet, sur les fractures territoriales que vous avez lues peut-être dans la presse ou ailleurs, qui met en exergue, et à juste titre, le problème des périphéries et des inégalités fondamentales. Mais quand on lit bien Guilly, il y a aussi une petite perversion dans la façon dont il présente les choses. Parce qu'au bout du bout, il pourrait s'agir d'opposer en gros celui qui est issu de l'immigration, et en particulier le musulman, aux blancs ouvriers qui habitent dans des zones plus pavillonnaires, plus périphériques, dont on ne s'occuperait pas. Et il y a une accusation qui est faite que l'argent de l'ANRU, que l'argent de l'État, puisqu'on revient aux enjeux de cohésion sociale, est d'abord donné aux cités populaires dans lesquelles il y a beaucoup de populations issues de l'immigration, pendant que ceux qui sont jusqu'à côté, la bonne classe ouvrière blanche bien classique, elle est finalement la plus exclue. Et j'attire juste cette attention sur ce point parce qu'il est dans le débat public, et je crois que nous ne sortirons par le haut, et y compris en termes de cohésion, qu'en montrant que les deux populations ont un intérêt commun, et que c'est au cœur, au centre des métropoles, que la richesse se trouve et qu'elle n'est pas partagée. Qu'il ne s'agit pas d'opposer celui de la cité populaire issue de l'immigration au blanc qui est juste à côté et qui gagne un petit peu plus, mais qui aurait moins d'aide, soi-disant moins d'aide publique, mais c'est bien le système plus global des inégalités sociales et territoriales qui génère cette tension dans les lieux populaires. Moi, je suis élue à Sevran, et je vois bien la dichotomie qui peut être faite entre les Baudottes et puis les quartiers, les Baudottes que vous connaissez malheureusement tous, voilà, les Baudottes ou d'autres qui existent comme ça, les cités populaires, et de l'autre côté, des quartiers pavillonnaires qui sont plus blancs en effet, et qui peuvent avoir ce sentiment qu'on donne davantage, qu'ils sont menacés par les autres. Et je crois que si nous n'arrivons pas à créer la cohésion entre les deux, je pense qu'il y a vraiment une difficulté qui s'ouvre à nous, et un projet politique qui peut être de l'ordre du repli et non pas de l'ordre du partage, de l'émancipation humaine, etc. Deuxième chose que je voulais dire, c'est sur, deuxième ou troisième, c'est sur ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas, c'est quand même aujourd'hui les religions qui sont les plus dangereuses, ce sont notamment les évangélistes et les pentecôtistes à l'échelle internationale, qui grandissent, mais à un niveau très, très, très élevé, qui n'ont pas pignon sur rue, mais qui mériteraient, si nous sommes attentifs aux enjeux de laïcité, d'être aussi présents dans nos considérations. Car l'intégrisme religieux ne se situe pas que chez les musulmans. L'intégrisme religieux ne se voit pas, non mais tout le monde le sait, mais enfin je vous assure que dans le débat public, c'est pas tout à fait comme ça que c'est retranscrit, et que nous avons un problème, je pense, dans la façon d'appréhender
cet enjeu de laïcité qui, encore une fois, devient réduit, puisque tu dis on ne parle que des mosquées, qui devient réduit qu'à l'islam, l'islam global étant tous les musulmans deviennent potentiellement des intégristes en puissance, pendant que de l'autre côté, le catholisme, le protestantisme sécularisé ne serait pas, lui, menacé de générer ici ou là de l'intégrisme. Et ça, c'est, je trouve, très important de se le remettre en tête aussi pour avoir une approche qui soit une approche plus juste. Et un dernier mot sur le multiculturalisme qui renvoie à l'enjeu des identités et qui est... Là, je crois qu'il y a une opposition qui est malsaine. L'universalisme abstrait, dans lequel on imaginerait que 1 égale 1, que l'égalité, ce serait l'identique. C'est délirant. L'égalité ne se pose pas dans les mêmes... c'est un concept philosophico-politique qui n'a rien à voir, enfin son inverse, c'est pas sur le registre de la différence. Donc il faut prendre la mesure du fait que c'est pas l'un ou l'autre. L'universalisme abstrait nous a conduit dans le mur, nous devons penser un universalisme qui soit capable de faire vivre des différences, de ne pas être normatif sur le plan des modèles culturels, identitaires, etc., sans pour autant, évidemment, vouloir cliver, emmurer les uns et les autres dans un multiculturalisme qui serait figé. La culture, l'identité, ce sont des choses mouvantes, ce ne sont pas des choses figées, et il y a de ce point de vue-là un droit, enfin plus qu'un droit, c'est-à-dire une revendication à ce que ces cultures communes, elles soient pétries de ces différences culturelles, et je pense que ça fait partie de la richesse de l'identité française, si tant est qu'il y en a une, mais en tout cas de la France telle qu'elle a existé. Renoncer à ça me paraît vraiment une erreur magistrale.